Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter à nouveau un point lecture. Ces 2 dernières semaines j'ai surtout lu des romans graphiques, des BD, des mangas et un ouvrage, un, un recueil de nouvelles, mais je vous en parlerai. Donc voilà, ça change un peu mais j'avais envie d'un peu de légèreté. Avec mes examens universitaires, je n'avais pas envie de trop m'alourdir avec des lectures qui seraient un peu trop prenantes. Donc voilà, j'avais besoin de lectures à la fois rapides mais qui soient aussi passionnantes, donc d'où mon choix vers les BD. Et c'est quelque chose que je fais assez régulièrement et j'aime beaucoup de temps en temps lire principalement des œuvres graphiques, ça fait du bien, c'est aussi important de soutenir le monde de la BD, donc voilà. Alors je commence tout de suite par une lecture qui a été incroyable. Il s'agit de Petit, le premier tome des Ogres-Dieux de Huber et Gatignel aux éditions Métamorphose. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Euh, on parlera des graphismes juste après. Mais en tous les cas, je vous lis édition Soleil, je vous lis la quatrième de couverture. Toute l'histoire d'une famille et de ses membres nous est contée, à travers celle de Petit, né à peine plus grand qu'un humain. Héritage, coutume, tiraillement, un superbe récit gothique autour du déterminisme familial. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une famille qui sont les ogres-dieux, donc qui agissent comme des dieux, qui ont mis les humains en servitude et qui sont carnivores. Enfin, ils mangent les humains. Ils mangent les humains et ils sont terribles, ils sont égoïstes, vraiment des monstres. Et la femme du dirigeant va enfanter un, euh, un ogre qui est presque de la taille d'un humain. Et du coup, ça va poser toute une série de problèmes. Déjà parce que sa propre famille veut le manger. C'est un roman qui est extrêmement graphique, donc je ne le conseille pas aux moins de 18 ans. Les images déjà sont absolument incroyables, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Euh, bon, alors là, évidemment, nous voyons le, et vous voyez, c'est vraiment, c'est tout en noir et blanc, les images sont magnifiques. On ressent vraiment cette immensité de ces géants qui sont immenses face aux humains qui sont si petits. C'est extrêmement bien rendu. Il y a aussi tout un aspect, en fait, les géants, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais ces géants, petit à petit, diminuent en taille. D'où la naissance de Petit, qui est extrêmement petit pour un géant. Et donc c'est aussi très intéressant, la réflexion autour de ça est très intéressante aussi. L'histoire se divise entre la BD qui raconte l'histoire de Petit et également la présentation de tous ses ancêtres à travers des histoires qui font. Donc là, par exemple, vous avez l'histoire de cours. Vous voyez, on n'est plus dans la BD, on est dans du texte, avec aussi de belles lettrines. C'est vraiment très joli. L'objet livre est magnifique. D'ailleurs, il est lourd, il est imposant, il est de qualité, le papier est de qualité. Les dessins sont magnifiques, vraiment. Je n'ai rien à dire. Et du coup, ces passages de texte qui racontent la vie de ses ancêtres. C'était très intéressant. C'est effectivement ce que j'ai le moins aimé. Pourquoi? Je m'explique peut-être tout simplement parce que je n'ai pas accroché avec le style littéraire de ses écrits. J'ai compris que ça voulait donner l'impression d'un conte, mais j'ai trouvé parfois les phrases un peu plates et je n'ai pas vraiment réussi à m'attacher au personnage dans les parties textuelles, alors que je me suis fondamentalement attachée au personnage, autant qu'on puisse s'en attacher, parce que c'est une histoire qui est quand même très très sombre. Sans aucun problème. Alors dans les parties textuelles, j'avais du mal. Surtout, peut-être mon problème, c'est que l'histoire était tellement prenante au niveau de la BD que quand j'arrivais sur ces passages qui coupaient un peu cette BD pour parler des ancêtres, j'étais là, oui, bon, c'est intéressant, mais là, j'aimerais avancer parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, je voudrais peut-être juste vous montrer le début de ces parties de contes. Enfin, est-ce qu'on peut parler de cette magnificence? Enfin, c'est juste sublime, c'est vraiment sublime. Donc, l'histoire était prenante, originale. À de nombreuses reprises, j'ai eu la nausée.
preuve que c'est bien fait, parce que je crois que c'est ce qui est voulu. C'était incroyable, c'était une plongée dans l'horreur. Ça pousse aussi à toute une série de réflexions sur notre société actuelle. Bien qu'évidemment c'est une fiction, hein, mais c'était vraiment très intéressant. Aussi toute cette question, comme ils disent dans la quatrième de couverture, sur le déterminisme familial qui est vraiment très intéressante. C'était une aventure folle. Euh, les personnages, le parti pris, c'est vraiment montrer cette famille atroce. Mais du coup, c'était intéressant. C'était sans véritable fausse note, sans mauvais goût. J'ai tout lu d'une traite, j'arrivais plus à m'arrêter. À la fin, j'avais la nausée, comme je vous l'ai dit, mais ça valait le coup. J'hésite fondamentalement si je lis la suite ou pas. Parce que cette lecture m'a mise mal à l'aise, et je préviens encore une fois, cette lecture même mal à l'aise, je ne pense pas qu'elle est adaptée pour un public jeune. Euh, Vraiment pas. Mais elle vaut le coup, et je pense qu'il faut aussi être un tout petit peu mature pour vraiment comprendre toutes les implications du bouquin, enfin de la BD livre, étant donné qu'il y a quand même pas mal de passages écrits. Mais franchement, c'est à lire, mais je ne sais pas si j'ai la suite, parce que du coup, apparemment, c'est encore plus sombre après de ce que j'ai pu lire. Donc, déjà que là, j'étais un petit peu. J'ai l'habitude de lire des trucs, enfin, à la fois de la dark fantasy, des, des chroniques avec des choses assez terribles, mais là, je dois avouer qu'en plus, les dessins apportaient vraiment à cet univers extrêmement sombre, qui était tellement bien construit qu'on se perdait dedans. Donc, dans le sens où on était complètement immergé dedans. Donc, voilà, je ne sais pas. Je pense que je vais, étant donné qu'ils ont quand même un certain. Ces BD ont un certain coût, ce qui est normal parce qu'elles sont épaisses et le travail est magnifique. Mais du coup, je pense que je vais en acheter une par an, peut-être, pour aussi profiter de ce beau travail. En tout cas, je vais regarder ce qu'ont fait Uber et Gatignolles, parce que ça m'intéresse fortement. À la fois pour le texte, j'ai quand même envie de découvrir autre chose de ces deux auteurs, découvrir un peu leur univers. Donc voilà, tout ça pour dire excellent, je vous le conseille très fortement. Ensuite, j'ai lu The Rainbow Rowell, donc celle qui a fait par exemple Fangirl, je crois, et évidemment Eleanor and Park, que j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais juste cacher parce qu'on voit ma bibliothèque, donc c'est un emprunt bibliothèque, Pumpkinheads, avec également Faith Erin Hicks, qui est l'auteur de Friends with Boys. Donc c'est une BD, je cache, je suis désolée, c'est une BD, un roman BD américain, anglais en tout cas, pardon, pas américain-anglais, euh, ou américain, je sais pas, mais en tout cas de pays anglophones, qui est en anglais. Donc je l'ai emprunté en anglais, qui raconte l'histoire de, excusez-moi, Deja et Josiah, qui sont deux meilleurs amis qui travaillent ensemble dans les pumpkin patch. Et les pumpkin patch, ce sont ces champs américains euh, qui sont un peu des attractions pendant la période d'Halloween. Et du coup, c'est leur dernier Halloween ensemble avant de partir à l'université. Et ils vont se découvrir, ça parle d'amitié, ça parle d'amour, c'est très sympa. Du coup, bah justement, c'est très sympa. Je vais vous montrer un peu comment ça se fait. Donc voilà, c'est très 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 joli. C'est aux éditions Macmillan. Donc voilà. Personnellement, j'ai trouvé que c'était très très sympa. J'ai bien aimé. Ça se lit très vite, hein. Enfin, je l'ai lu en 40 minutes. Les dialogues sont très gros. Euh, Franchement, j'ai rien à dire. C'est une jolie petite histoire. J'aurais adoré le lire quand enfin, lire cette BD quand j'avais, je dirais, 14-15 ans. Maintenant, j'ai passé un très bon moment, donc ça se lit très bien aussi plus tard. Euh, Vraiment, je n'ai rien à dire, c'était juste sympa. J'aime beaucoup Rainbow Rowell. Elle fait toujours de très très jolies histoires, et les dessins de Faith Erin Hicks sont vraiment très jolis. Quand je l'ai emprunté, je savais pas du tout que c'était une BD et j'étais un peu surprise. Mais du coup, c'était aussi très sympa parce que voilà, vraiment très cool. J'ai bien aimé aussi le fait que l'héroïne soit une jeune fille afro-américaine. Ouais, j'ai quand même l'impression que ça se passe aux États-Unis, c'est pour ça que je dis afro-américaine.
qui est un peu en surpoids parce que il y a vraiment une représentativité dans ce roman que je tiens à saluer. C'est chouette de voir une héroïne qui ne soit pas blonde et, euh, et ça fait vraiment plaisir en fait de pouvoir juste personnellement en tant que métisse aussi m'identifier aussi au personnage principal. C'est toujours chouette. Donc voilà. Vraiment très très chouette. Je vous le recommande et ça se lit vite, donc n'hésitez pas. Et je trouve que pour cette période, c'est quand même agréable, même si maintenant on est plutôt dans la période de Noël, ça fait quand même plaisir, c'est une petite histoire d'amour doudou, donc vraiment, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment chouette. Et si vous avez des jeunes, ça pourrait être un chouette cadeau de Noël, parce que franchement, super. On retrouve vraiment l'esprit de Rainbow Rowell, et ça, je trouve que c'est aussi important. Ensuite, bah, pour continuer dans les romans graphiques, je sais pas si on appelle vraiment ça des mangas ou pas, parce que c'est pas un manga, c'est pas fait par... Enfin, c'est pas un manga, c'est pas vraiment une BD, c'est vraiment un roman graphique. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Donc de Alice Oseman, je cache aussi, parce que je l'ai aussi emprunté, Heartstopper, deux garçons, une rencontre. Donc voilà. Aux éditions Hachette Roman. Et pour vous montrer un peu les dessins sont comme ça. Alors, j'en ai entendu beaucoup de bien. Il faut savoir déjà que c'est une romance homosexuelle, donc voilà, c'est jamais. Très très chou. C'est l'histoire entre deux garçons qui sont dans le même lycée et petit à petit vont se rapprocher. Voilà, globalement, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas vous spoiler. J'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne Les Mots de l'Imaginaire qui avait beaucoup beaucoup aimé. Donc je dois avouer que malheureusement je suis partie avec beaucoup d'espoir et espoirs qui ont pu être un peu déçus. Je m'explique. Donc il faut savoir que j'ai lu beaucoup de littérature homosexuelle, de romances homosexuelles et lesbiennes. C'est quelque chose que je connais très très bien. Euh, et j'ai vraiment été déçue. Alors, je pense que c'est un bon roman pour des jeunes qui souhaitent découvrir un peu soit une histoire d'amour homosexuelle, soit tout simplement une histoire d'amour. Et c'est joli, c'est sympathique. Pour des jeunes, c'est bien. Moi, j'ai déjà eu un gros problème avec les dessins. C'est l'auteur de cette fiction qui a fait aussi les dessins. Moi, j'ai du mal. Enfin, je trouve que c'est quand même brouillon. Ça m'a sorti de ma lecture. Enfin, il y a vraiment des moments où j'étais sortie de ma lecture. Je n'ai pas ressenti cette sensation de lecture doudou. Je pense tout simplement parce que j'ai lu trop de récits du genre et du coup, je suis habituée au code et du coup, ça m'a posé un certain nombre de problèmes. Je rejoins les mots de l'imaginaire quand elle dit que c'est une lecture qui permettra aux gens qui ont eu des problèmes avec les yaoi, donc les mangas homosexuels, qui ont un gros problème tout simplement parce que ce sont des mangas qui ne connaissent pas souvent le principe de consentement. Donc effectivement, c'est pour ça que je lis plus des mangas yaoi. Tout comme les mots de l'imaginaire. Donc effectivement, si ça vous posait problème dans les yaoi, c'est génial parce que ça parle justement du consentement, ça explore toutes ces thématiques et c'est extrêmement bien fait. Donc effectivement, oui, c'est bien pour ça. Mais franchement, enfin, j'ai pas été emballée, l'histoire était vraiment un peu trop simple pour moi. C'est une lecture doudou, donc oui, effectivement, mais bon, enfin, je l'ai lu et franchement, j'avais déjà emprunté le tome 2 et le tome 3. J'étais vraiment. J'avais hâte de lire la suite, mais je vais pas les lire. Enfin, je vais tout simplement pas les lire. Ça ne m'a pas intéressé. Ça m'a juste pas intéressé. Pourtant, c'est les histoires d'amour en général, ça me parle. Ça parlait aussi de harcèlement, comment gérer le harcèlement, etc. Donc franchement, ça aurait pu m'intéresser, mais non. Juste non. C'était... J'ai eu, mais il y avait quelque chose qui m'empêchait de m'attacher au personnage. Peut-être le fait qu'il n'était pas tant creusé que ça. Peut-être que c'est ça qui m'a posé problème en y pensant. Ouais, je sais pas. C'est un chouette bouquin. Si vous avez des jeunes chez vous, franchement, ça pourrait leur plaire. Ça aborde la question du consentement. Il y a aussi une diversité au niveau des personnages qui est intéressante. Donc oui, je pense que ça peut plaire. Je pense que je suis pas le public et j'avoue que j'ai été déçue, mais je pense que c'est parce que je plaçais un peu trop d'espoir dans ce roman. Je suis contente du coup de ne pas l'avoir acheté et de l'avoir juste emprunté.
Ensuite, je vais peut-être, pour faire une pause avec les romans graphiques, BD et autres mangas, vous proposer ma revue sur Vivre et mentir à Téhéran de Ramita Navaille. Donc voici aux éditions 10-18. Alors, il s'agit en fait d'une série de personnages que l'on va suivre à Téhéran. Et surtout, tous vont aller sur l'avenue Vali Asr, et c'est ce qui va un peu lier les différents personnages entre eux. Alors je vous le dis tout de suite, même si on le découvre à la fin, il s'agit d'une histoire vraie, dans le sens où Ramita Navaille est allée à Téhéran et a entendu parler de parcours de vie comme ceux qu'elle va présenter dans cet ouvrage. Et à la fin, vous avez tout un petit chapitre appelé Source où elle va reprendre chaque personnage qu'on va rencontrer et elle va expliquer comment elle est venue à construire ses personnages littéraires sur la base de vrais témoignages. Donc ça, c'est une valeur ajoutée extrêmement au roman qui du coup lui donne à la fin une autre dimension, donc c'est vraiment super. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que c'était super intéressant. On rencontre par exemple Bijan, un trafiquant d'armes. Je regarde juste pour les noms. Leila, une actrice porno. Mais également Farideh, c'est une femme divorcée. Donc tout un pan de personnages extrêmement intéressants, certains attachants qui vont vivre à Téhéran. Et le titre Vivre et mentir à Téhéran, pourquoi? Tout simplement parce que ces personnages vont devoir mentir, vont devoir négocier en fait avec le pouvoir en place. Et ça, c'était très très intéressant. Franchement, c'était super intéressant. J'ai lu un peu d'une traite. Euh, je me suis plus attachée à certains personnages qu'à d'autres. Il y a notamment une des, j'ai envie d'appeler ça des nouvelles, enfin en tout cas un des chapitres avec un des personnages. La fin était terrible, elle m'a fait pleurer. Franchement, ça vaut le coup. C'est super intéressant pour découvrir aussi une vision de Téhéran. J'aurais voulu peut-être qu'il y ait encore plus de personnages. Parce que parfois j'avais une impression de trop peu. Enfin, à la fin, j'ai vraiment eu envie d'en découvrir plus. C'était déjà fini. Je vous le conseille. Ça peut être dur. C'est un roman qui peut être dur, mais ça vaut le coup. C'est super intéressant et ça m'a donné envie en fait d'aller sur Vali Asr à Téhéran. Donc voilà. Ensuite, je vais faire une mini revue des trois en essayant de ne pas spoiler. J'ai continué la série En proie au silence de Akane Tolekai, donc le tome 2, 3 et 4. Donc je vous présente les couvertures. Et donc ça évidemment c'est aux éditions Akata qui propose vraiment de chouettes mangas qui changent un peu. Donc on suit toujours Misuzu qui est notre protagoniste principal et toute une série de personnages secondaires. Donc Misuzu a été violée, je pense qu'on peut le dire parce que vous l'apprenez assez vite lors du premier tome, et elle a beaucoup de mal à, à sortir en fait de cette spirale infernale. Et elle est prof dans un lycée. Et elle va rencontrer toute une série de personnages qui eux-mêmes sont blessés par la vie et qui eux-mêmes ont toute une série de traumas. Et ils vont essayer de se reconstruire. On est vraiment plongé dans le problème du viol au Japon et dans comment est-ce qu'on peut en fait sortir de ce trauma. euh, Comment est-ce que ce trauma aussi est géré par les différents protagonistes. C'est vraiment très intéressant. J'ai adoré. Les personnages sont attachants, ils sont tous gris, à l'exception d'un qui est clairement mauvais. Euh, Là encore, je ne le conseille pas aux jeunes parce qu'il y a quand même des passages qui sont vraiment perturbants. Euh, C'était vraiment bien fait. J'ai trouvé que la gestion du viol était bien faite dans le sens où elle me semblait assez réaliste. Euh, Elle n'idéalisait absolument pas le viol et pour un manga, justement, je vous ai parlé avant parfois des problèmes de consentement dans certains mangas, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Le manga aussi traite ce sujet comme un sujet sérieux qui a de l'importance, qui parle des répercussions du viol sur les personnages qui l'ont subi et ça c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment une très belle réflexion sur la société japonaise,
sur le sexisme, sur toute une série de problématiques. Les personnages sont très attachants. Euh, il y a quand même du suspense, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Et je vous le conseille, si vous avez envie de creuser un peu toutes ces questions, ces mangas sont vraiment chouettes, vraiment bien faits. Et, euh, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc voilà, les éditions Akane, Akata, pardon, excusez-moi, Akane, c'est le nom de la mangaka, mais les éditions Akata sont vraiment des éditions que il faut vraiment que je me penche un peu plus sur ces éditions parce que franchement, ce sont des mangas qui changent, qui sont importants, je trouve, et ça donne la parole à des mangaka qui ne sont pas dans le shoujo ou ce genre de manga. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir avoir aussi d'autres points de vue par des Japonais sur la société au Japon. Et vous savez que je m'intéresse fortement à la société japonaise. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. À mon avis, le prochain, il y aura du classique parce que je suis en train de lire La religieuse de Diderot. Du classique et puis à mon avis du fantasy parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas lu et j'ai tellement envie d'en lire, il y en a plein sur ma table de chevet mais je sais pas, je suis tout le temps portée par d'autres lectures donc voilà, à mon avis il y aurait des fantasy et il y aurait du classique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos dernières lectures, est-ce que vous aimeriez aussi lire ces prochains temps. En tout cas, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait vraiment super plaisir et ça permet aussi tout simplement de pouvoir vous partager mes dernières lectures. Euh, voilà, en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes et à la prochaine pour un nouveau point lecture.